Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme chaque mercredi, on se retrouve pour une heure de causerie autour de cette thématique de la gestion de patrimoine. Vous accompagner avec les meilleurs experts pour trouver telle ou telle stratégie, pour mettre au point une idée d'investissement, peut-être quelques idées de nouveaux placements que vous ne connaîtriez pas encore. C'est parti, on donne le coup d'envoi de Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour ouvrir Cœur de patrimoine, on va plonger dans nos familles grâce à Amélie Branchieux. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Arkea Banque Privée. On va plonger dans les familles et s'intéresser ce matin aux familles recomposées. Pourquoi avoir choisi plus spécifiquement, on va dire, de s'intéresser ce matin à ces familles recomposées? Est-ce que on peut d'abord peut-être donner une brève définition de ce qu'est une famille recomposée? Alors, la famille recomposée, il n'y a pas de définition juridique en tant que telle. L'INSEE définit ça comme un couple, peu importe la forme juridique du couple, mais un couple avec un enfant non commun. D'accord. Après, il peut y avoir plusieurs enfants, mais voilà, ça c'est la définition de base retenue par l'INSEE. Est-ce que du coup, on imagine assez simplement que effectivement la gestion de patrimoine, qu'il y a plein de cas qui deviennent plus complexes, et que donc cette gestion d'un patrimoine dans une famille recomposée, elle est plus difficile, plus spécifique. Quelles sont les différences notoires, on va dire, qu'on peut souligner entre une famille, allez, qualifions-la de normale, et une famille recomposée? Alors, dans la famille recomposée, on est obligé de prendre en compte plusieurs choses. Le poids du passé, donc les enfants non communs, le poids de l'ex-époux, quand on avait eu un mariage. On est obligé de prendre en compte la situation actuelle, la situation du couple, et ensuite, surtout, le point important, le futur, la succession. Et c'est là où il peut y avoir des problématiques, puisque les enfants non communs ne sont pas héritiers des beaux-parents. Donc souvent, le problème se pose ici. Ouais, et dans le présent qui vient, peut y avoir aussi des enfants en commun qui vont venir complexifier un petit peu tout ça. Quels sont les défis juridiques, justement, peut-être les plus courants que vous rencontrez dans une famille, par exemple en matière de succession et autres? Alors le défi juridique, c'est de se dire, est-ce que je privilégie le conjoint? Est-ce que je privilégie les enfants communs et ou non communs? Est-ce que j'essaie de faire un mix entre les deux? Voilà la solution vers laquelle on va chercher à tendre avec les familles recomposées, à trouver l'objectif du client. Justement, il y a des outils, entre guillemets, des dispositifs qui sont plus particulièrement adaptés, on va dire, à ces cas-là. Comment est-ce qu'on utilise finalement toute notre gamme patrimoniale, ces mots qu'on va sans doute avoir entendus souvent à telle ou telle enseigne, mais qui là sont peut-être plus adaptés pour gérer au mieux cette spécificité des familles recomposées? Alors, plus adapté, c'est là où le terme va être difficile, puisqu'en fait, rien n'est prévu par la loi spécifiquement pour les familles recomposées. Donc on est obligé de faire avec des outils qui sont faits pour la totalité des familles, les familles plus traditionnelles. Et là, c'est là où il va falloir les adapter en fonction de la priorité du client et de ses objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve exactement comme dispositifs qui sont particulièrement usités dans la gestion du patrimoine de ces familles recomposées? Alors, premièrement, le choix du couple. Comment va se faire la vie juridique du couple? Est-ce qu'on reste en concubinage? Est-ce qu'on choisit le Pacs? Est-ce qu'on choisit de se marier? Et si on se marie, est-ce qu'on fait ou non un contrat de mariage en y adjoignant certains avantages matrimoniaux? Est-ce que l'on prépare sa transmission, c'est-à-dire en faisant des donations? Est-ce qu'on utilise le format assurance vie pour pouvoir aussi allouer un capital aux personnes qu'on a choisies? Voilà les principales techniques qu'on va pouvoir utiliser. Donc le premier axe, c'est tout ce régime matrimonial, de savoir un petit peu comment on bâtit finalement les relations entre les différentes parties. S'il y a des conflits, parce que des conflits peuvent survenir, on va pas se cacher à son petit doigt, même d'ailleurs dans une famille plus ordinaire, on va dire, plus traditionnelle. Quels sont les conseils qu'on peut donner lorsque on est dans le cœur du métier pour prévenir les conflits, pour essayer de les régler, de faire que les choses se passent pour le mieux? L'anticipation. L'anticipation, ça va être le maître mot, et la principale chose, c'est la communication au sein du couple
et éventuellement de prévenir les enfants, d'y associer les enfants dans la mesure du possible. Plus il y aura de communication, plus on va anticiper, plus on va lever les doutes au moment de la succession, puisqu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire et d'attendre que la succession arrive, parce que c'est là où il va y avoir des difficultés. Ça veut dire qu'on discute, oui. On travaille, oui. on relit peut-être ensemble les clauses bénéficiaires, on explique pourquoi c'est tourné de cette façon-là, oui. Et ça doit se faire en bonne entente. Il y a parfois à faire appel au juge ou... Alors, affaire au juge, tout dépend des solutions qu'on souhaite mettre en place. Là, c'est quand on arrive à des cas plutôt extrêmes. Pour autant, non. En bonne intelligence, on peut préparer tout un tas de choses. L'essentiel, c'est d'anticiper et de prévoir les situations. Voilà, si je décide de me marier, voilà quel sera l'impact pour mes enfants non communs, voilà quel sera l'impact pour les enfants communs et pour le conjoint survivant. Et c'est à partir de ce travail de base que l'on va adapter en fonction de ce que souhaitent nos clients. J'imagine aussi, juste pour terminer, c'est que le dispositif qu'on est peut-être amené à mettre en place à une certaine époque de la vie, par exemple au début, si cette famille recomposée se fait dans la trentaine ou dans la quarantaine, ce ne sont pas forcément les mêmes dispositifs et les mêmes précautions qu'on devra peut-être adapter, j'imagine, à 50, 60, 70 ans ou plus encore, parce que les choses évoluent et cette stratégie patrimoniale doit peut-être plus évoluer encore dans une famille recomposée que dans une famille ordinaire? Alors, l'évolution est très importante, puisqu'il y a certaines solutions qu'on va mettre en place, comme la mise en place d'un contrat de mariage, le mariage va figer les choses, et certes, on pourra modifier ce contrat par la suite, mais malgré tout, on va figer un peu le cadre. Si on fait des donations aux enfants ou aux conjoints, effectivement, on va figer les choses, alors que si on utilise les techniques de l'assurance vie, c'est quelque chose de réversible. Donc, il va falloir mixer les solutions réversibles de celles qui ne le sont pas. C'est là la gymnastique qu'il va falloir trouver. Merci beaucoup d'avoir parcouru ces questions liées aux familles recomposées. Aujourd'hui, dans Cœur de patrimoine, donc Amélie Branchu pour Arkéa Banque Privée. Très bonne journée. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on continue à explorer votre stratégie patrimoniale et on accueille maintenant Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directrice de l'ingénierie patrimoniale de Norman Kay. Et on cause de transmission de patrimoine parce qu'on évoque très fréquemment l'intérêt des donations de nue propriété d'un bien avec ce qu'on appelle réserve d'usufruit. Alors on va rentrer un petit peu dans tous ces détails pour tout bien expliquer. De quoi parle-t-on? Quel est l'intérêt finalement d'une telle opération? En fait, on imagine un parent qui va transmettre la nue propriété d'un bien à ses enfants et se réserver l'usufruit. Dans le cadre... Donc on découpe virtuellement, on va dire, en deux le bien. Exactement. D'une certaine manière, en fait, ce qui se passe, c'est que l'usufruitier, il se réserve ce qu'on appelle la jouissance du bien, à savoir les revenus procurés par le bien, mais également le pouvoir d'utiliser la chose. L'utiliser, ça peut être soit quand c'est un immeuble pour lui à titre personnel, l'occuper, mais le mettre également, par exemple, en location. Et en tirer des revenus. Et en tirer exactement des revenus. Alors que le nu propriétaire, lui, sa prérogative essentielle, c'est le fait, il sait qu'il va devenir un plein propriétaire à terme. En fait, si on devait prendre un peu de recul et regarder ça, quelque part, notre usufruitier, il a la propriété économique du bien, et notre nu propriétaire, lui, il a plutôt une espèce de propriété juridique du bien. C'est lui le propriétaire. Comment ça se manifeste, on va dire, le pouvoir de gestion de l'usufruitier? En fait, tout dépend du bien sur lequel l'usufruit va porter. Si je prends l'exemple d'un immeuble, dans ce cadre-là, notre usufruitier, il peut l'occuper à titre personnel, mais c'est lui qui va également pouvoir conclure les baux. Alors, les baux d'habitation, il peut les renouveler également tout seul. En revanche, dès lors qu'il y a des actes qui contraignent un peu la propriété, par exemple un bail commercial qui peut immobiliser le bien pendant un certain temps, là il ne peut le faire sans l'accord du nu propriétaire. La contrepartie de ça, c'est que notre usufruitier, il perçoit les revenus, c'est lui qui paie l'impôt. Ah, oui. Oui. On est d'accord. Ce démembrement, vous l'avez rappelé, il peut se faire sur différents types de biens. Alors effectivement, quand on a une maison, un appartement, un immeuble, enfin bref, on se dit c'est assez clair, on voit bien les choses. Mais quand on complexifie un peu les choses, si par exemple on prend une SCI familiale, à ce moment-là, les parts sont différentes. Comment ça s'articule un petit peu dans ces cas-là? Là, on va avoir la possibilité, notamment dans une société civile, finalement, de fixer dans les statuts les pouvoirs politiques, les droits politiques de notre usufruitier
et de notre nu propriétaire. Alors souvent, dans une relation parent-enfant, l'usufruitier va vouloir conserver un maximum de pouvoir et généralement, il va avoir la totalité des droits de vote et en plus, il sera gérant de la société civile. Mais ceci étant, on trouve des cas dans lesquels, en réalité, il peut y avoir un rééquilibrage. On peut même avoir des cas dans lesquels le nu propriétaire conserve l'essentiel des droits de vote. Mais en aucun cas, on ne peut ôter à l'usufruitier, c'est normal, puisque c'est lui qui a le droit de jouissance, la faculté de voter lors des assemblées générales qui statuent sur l'affectation du résultat. Bon, société civile immobilière, là encore, on est dans les immeubles, etc. On se dit, bon oui, il y a un bien qu'on peut pas physiquement vraiment découper, ni quoi ni qu'est-ce. Mais on vous l'avait dit, ça peut s'appliquer à d'autres types d'actifs, et notamment, par exemple, sur un portefeuille titre. Là, quand il est démembré, qui fait quoi? Qui a le droit de quoi faire? Enfin, comment ça se fait? Ça s'organise de vendre? Parce qu'on imagine bien que s'il y a des dividendes, etc., ça, ce sont des revenus, ça revient à l'usufruitier, ça, on est à peu près d'accord. Mais vendre, arbitrer, ça génère de la plus-value, donc du revenu, mais bon, comment ça se passe? C'est aussi de la propriété. Comment ça... C'est exactement ça, parce qu'en réalité, l'usufruitier n'a pas le droit de vendre le bien sur lequel porte l'usufruit. Donc dans le cadre de la gestion d'un portefeuille titre, c'est problématique, parce qu'en réalité, notre usufruitier, comme c'est lui qui gère, il va faire des arbitrages. Donc si chaque fois qu'il doit faire un arbitrage, il doit demander son avis au nu propriétaire, on n'est pas rendu. Non. Donc du coup... Ça peut faire des débats. On est bien d'accord. Ça n'a pas échappé aux juges qui considèrent que le fait de prendre une décision d'arbitrer dans le cadre d'un portefeuille, c'est une décision de gestion, c'est plus un acte de disposition. D'accord. Donc notre usufruitier peut le faire tout seul. Par contre, en principe, le redevable de l'impôt de plus-value, c'est le nu propriétaire. Donc celui-ci se retrouve à payer de l'impôt de plus-value sur des décisions de gestion de l'usufruitier. Ah, ouais. Bon. On continue dans les questions liées aux différents actifs. Est-ce que finalement, on peut pousser le vice, entre guillemets, jusqu'à se dire, bon, ok, je peux avoir démembré une maison. Ok, je peux démembrer un portefeuille titre. Est-ce que je peux carrément prendre une somme d'argent, les liquidités, et dire je le démembre? En fait, l'usufruit peut porter sur tout type de bien, y compris une somme d'argent. Donc dans cette hypothèse-là, je vais donner la nue propriété d'une somme d'argent, je me réserve l'usufruit. Or, on comprend bien, là tout de suite, on se dit, mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que... mais ça coûte pas de source. Exact. Je peux regarder la somme d'argent, mais je peux pas y toucher. Alors justement, dans ce cadre-là, j'ai un espèce de super usufruit, c'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit. C'est-à-dire que comme notre usufruitier est obligé d'utiliser la somme d'argent pour pouvoir la gérer, pour pouvoir faire des investissements, en réalité, il a un quasi-usufruit et donc il fait ce qu'il veut avec la somme. Alors bien sûr... y compris la dépenser. Alors, la dépenser, par principe, il ne devrait pas, doit conserver, en tout cas, il est censé conserver la substance des biens. Donc là, comment ça se passe? C'est surtout que notre nu propriétaire, là, il est plus nu que propriétaire. Donc il se retrouve avec un droit de créance de la valeur de la somme d'argent sur le patrimoine de l'usufruitier. Et cette créance, il pourra la faire valoir au décès de l'usufruitier, c'est-à-dire que l'usufruitier lui doit, à l'extinction de l'usufruit, l'équivalent en nature ou en valeur du montant de sa créance. D'accord. Donc, ça veut dire que si l'usufruitier a mangé, passez-moi l'expression, mais la somme d'argent, ce quasi-usufruit, entre guillemets, cette dette, elle viendra aux yeux du fisc, entre guillemets, en déduction de la valeur du reste de l'héritage, en clair. Enfin, je ne sais pas si je schématise... Alors, plus aujourd'hui, ouais. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions, et notamment dans le cadre de la loi de finances pour 2024, la loi aujourd'hui a mis en place une présomption de fictivité de ce type d'opération, parce que finalement, le législateur considère qu'en fait, on transmet pas grand-chose quand on fait ce type d'opération, et donc, de fait, lorsque mon quasi-usufruit a pour origine une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit, il n'est plus possible fiscalement d'arriver avec sa créance de restitution et de dire je récupère en franchise de droit
dont la succession, l'équivalent en valeur ou en nature, ça c'est terminé. Donc ça veut dire que aujourd'hui, à part ce cas-là, fiscalement, ça garde un intérêt, ce démembrement. C'est une opération, une stratégie patrimoniale qui a un sens fiscal. Bien sûr, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que quand je réalise une opération de démembrement de propriété, en réalité, l'assiette des droits de donation, en fait, elle est limitée à la valeur de la seule nue propriété. Et à l'extinction de l'usufruit, donc le plus souvent au décès de l'usufruitier, mon nu propriétaire redevient plein propriétaire sans qu'il n'y ait de droits supplémentaires à payer. Et cette valeur de la nue propriété, en réalité, elle est fixée en fonction d'un barème fiscal. Et comme l'usufruit est un droit... Mais ça ne se fait pas au hasard. Ah non, c'est pas du tout au hasard. C'est l'article 669 du Code général des impôts. Et en fait, plus l'usufruitier donateur est jeune, moins la nue propriété a de valeur. Donc imaginons, je donne la nue propriété d'un bien, aujourd'hui j'ai 53 ans, le bien vaut 100, je ne serai, en tout cas le donataire ne sera taxé que sur 50. Si j'attends mes 65 ans, là par contre, mon donataire sera taxé sur une base de 60. Donc à part la petite nuance que vous nous avez exprimée sur ce quasi-usufruit quand on parle de somme d'argent, etc., aujourd'hui, cette transmission en démembrement, elle n'a que des avantages. Alors, fiscalement, effectivement, c'est assez avantageux. Après, il faut quand même faire attention. Il faut que l'usufruitier comprenne qu'il n'est plus propriétaire du bien. Ça, c'est vraiment important. Certes, il a droit au revenu, certes, il le gère, mais il n'est plus propriétaire. Donc, il ne peut plus mobiliser de capital afférent à ce bien. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en pratique, il ne faut jamais transmettre l'intégralité de son patrimoine en démembrement de propriété et surtout pas sa résidence principale. Il est important de garder des biens en pleine propriété, ne serait-ce que pour financer plus tard sa dépendance et ne pas dépendre de ses enfants. Merci beaucoup Sandrine. Merci. Sandrine Kilissi et Norman Kay qui vous accompagnaient ce matin pour causer de cette stratégie qu'est le démembrement. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et dans Cœur de patrimoine, direction Lyon à présent pour retrouver Thomas Perret qui est en duplex avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, fondateur de Mon Petit Placement. Et on va commencer par une petite fiche d'identité, parce que tout le monde, hélas, me direz-vous peut-être, ne connaît peut-être pas encore Mon Petit Placement. Alors, racontez-nous un peu l'histoire en quelques mots. Ouais, j'espère que ça ne sera tardé. Non, rapidement, Mon Petit Placement, on est un petit peu un conseiller en gestion de patrimoine en ligne avec une particularité, c'est que nous, on vise, comme son nom l'indique, les petits placements. Donc, en fait, le cœur de Mon Petit Placement, c'est les gens qui ont entre 0 et 30 000 euros à placer. Alors, je dis pas qu'on exclut ceux qui ont plus, mais en tout cas, c'est là où aujourd'hui ça fonctionne bien. Et notre parti pris, c'est justement d'accompagner, de faire beaucoup de pédagogie, de beaucoup vulgariser pour accompagner ces plus petits placeurs, entre guillemets, à se lancer dans le monde de l'investissement. Et donc aujourd'hui, Mon Petit Placement, pour vous donner quelques chiffres, j'ai lancé la société il y a 4 ans. On a 25 000 clients qui ont qui ont investi à Mon Petit Placement et on gère 155 millions d'encours. Voilà donc le cadre posé et on va regarder avec vous une solution, parce que c'est vrai que depuis des années, y compris dans les plus hautes sphères de l'État, on nous dit il faut mieux flécher l'épargne des Français, il faut que elle cesse d'être une épargne de rente, il faut qu'elle finance l'économie réelle, et on rêve, c'est vrai, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de Français qui soutiendraient l'économie française, qui soutiendraient nos entreprises, parce que aujourd'hui, clairement, Thomas Perret, c'est pas le cas encore aujourd'hui. Nos investissements, on va dire au sens le plus large, ils financent le reste du monde ? Alors, il y a une partie, je crois, il y a une statistique qui dit que dans les contrats d'assurance vie, il y a à peu près 60% sur la part des unités de compte, donc la part dynamique, qui finance d'entreprises hors France. Donc effectivement, il y a des chiffres qui montrent que 100% des investissements des Français ne vont pas dans l'économie réelle. Et en plus, effectivement, c'est
c'est un sujet qui est tendance, mais qui est pas tendance 2024. Ça fait des années qu'on cherche des solutions, et nous on a essayé de se remettre un petit peu, de dézoomer pour regarder la problématique. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de quand les Français parlent de je veux vraiment financer l'économie, souvent derrière en fait ils pensent à un peu des entreprises locales, donc du non-coté, des entreprises qui sont pas forcément en bourse. Donc ça, il y a des solutions, notamment le crowdfunding ou le crowd equity, mais c'est pas encore ultra démocratisé. Ça peut arriver. Enfin, ça va arriver, j'espère. Et il y a l'autre angle qui est plutôt parmi les boîtes cotées, où là, il y a l'initiative comme le PEA, il y a eu le label Relance qui est sorti après le Covid. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont vocation à flécher un maximum l'épargne des Français vers des entreprises françaises. Mais j'estime qu'on peut encore remettre ce sujet en haut de la pile, parce qu'on peut faire mieux, quoi. Bon, alors du coup, vous avez choisi, vous, de prendre les choses un peu en main. Par quel truchement vous y allez, du coup ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous, on a essayé de lancer un portefeuille un peu made in France, donc qui garantit le fait que on investit dans des boîtes qui sont 100% françaises. Alors, c'est pas dire qu'elles n'ont pas des filiales à l'international, mais en tout cas, c'est des boîtes dont le siège social est basé en France, sans pour autant avoir une contrepartie trop négative sur la performance. Et du coup, pour ça, au début, on avait voulu sélectionner différents acteurs, parce que nous, on est courtier chez Montepasson, donc on sélectionne des fonds d'investissement, mais on n'est pas une équipe de gestion en interne. Et du coup, on a essayé d'aller à la rencontre de différents gérants qui, eux, sont spécialisés dans l'investissement 100% français. Et on a fini par sélectionner une société de gestion qui s'appelle Indépendance Asset Management, qui nous permet de lancer un portefeuille qu'on appelle le portefeuille Cocorico, qui flèche l'épargne vers des petites et moyennes entreprises qui sont basées 100% en France. C'est un fonds qui existe depuis une trentaine d'années et qui propose une performance annualisée sur les 30 années d'environ 30% net de frais. Donc, c'est un bon exemple on peut essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire du français, tout en ayant une performance assez intéressante. Juste parce que vous le savez sans doute aussi bien que moi, les épargnants, ils ont besoin aussi de concret, de se dire tiens, je vais donc investir dans telle ou telle boîte, dans tel ou tel produit. Qu'est-ce qu'on va trouver du coup si on essaye d'illustrer un petit peu le propos dans ce portefeuille ? Par exemple, une boîte assez connue, Beneteau, qui travaille dans les bateaux. Donc, on n'est pas sur du local, parce que c'est des boîtes qui sont internationales, mais c'est pas que des boîtes qui sont à la défense, par exemple. Il y a, c'est pas à la défense, Beneteau. Non. Il y a une boîte qui fait pas mal parler d'elle en ce moment, qui est Ipsos. Dans un contexte législatif mouvant, on entend souvent parler, et donc c'est une autre entreprise qu'on retrouverait par exemple dans le portefeuille Cocorico. Voilà donc quelques illustrations. Je peux pas vous avoir en ligne dans ce moment particulier parce que vous l'avez rappelé avec Ipsos, et on va continuer à parler un peu de marché dans un instant avec Damien Dirix chez Exane. Mais vous chez Mon Petit Placement, on les sent comment nos marchés dans cette période un peu troublée où chacun s'interroge un petit peu sur ce que nous réserve l'avenir. Alors je vais pas vous demander la boule de cristal ou le mar de café, mais voilà, vous humez l'ambiance comment ? Comme toute personne qui analyse le marché, essaie de déjà prendre du recul et d'essayer de me référer à des faits passés qui pourraient être assimilés comme similaires. Donc, ce qu'on peut regarder, il y a l'élection de Trump, il y a le Brexit, il y a les élections en Italie. Et ce qui s'est passé, alors je dis pas que ça va être le cas, mais ce qui s'est passé dans ces différents cas de figure, c'est que ce que n'aimaient pas les marchés, c'était la phase d'incertitude. Donc, la phase en amont. Et après, j'ai l'impression que le marché préfère une certitude d'une mauvaise nouvelle, on pourrait penser par exemple à l'élection à Trump ou au Brexit, plutôt que l'incertitude, même si c'est une potentielle bonne nouvelle. Donc, si je pousse le curseur et le parallèle avec ce qui se passe, on pourrait se dire, il y a un moment de chahut un peu pré-élection et potentiellement dans l'inconnu des quelques mois suivant ce que ça va donner concrètement dans le paysage politique. Bien sûr. Et on pourrait s'attendre à ce que une fois qu'on devient dans un univers plus certain, les marchés soient un peu moins inquiets de la situation en France.
Voilà comment je pourrais analyser personnellement. Voilà. Un premier regard marché. On va bien évidemment continuer à vous apporter un certain éclairage dans un instant. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous présenter cette solution, donc ce portefeuille Cocorico qui permet d'investir dans l'économie réelle et dans l'économie hexagonale dans nos entreprises. Thomas Perret donc en duplex depuis Lyon et mon petit placement. À très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci pour l'invitation. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et après avoir poussé un cocorico sur cet investissement français avec mon petit placement, Damien Dierix est avec nous. Bonjour Damien. Bonjour Cédric. Gérant chez Exane AM. On est à quelques semaines de partir en vacances et on a toujours cette espèce de petite musique qui arrive. Que faire avant l'été? Est-ce qu'on doit tout vendre pour sécuriser? Est-ce qu'on doit dynamiser au contraire ses placements? Est-ce que il faut changer les choses parce qu'on est à la mi-année? Est-ce qu'il y a des opportunités? Puis alors tout ça est peut-être un peu rebattu encore plus avec le contexte politique qui trouble un petit peu le message aussi. Déjà, qu'est-ce qu'on fait avant une période comme l'été, on va dire de façon générique? Après, on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail de nos marchés actuels. Mais voilà, est-ce qu'il y a une petite réflexion à avoir à la mi-année avant de partir en vacances lorsqu'on est un épargnant et qu'on gère son patrimoine? Déjà, on fait un petit point sur comment sont passés ces investissements, quels qu'ils soient, sur les actions, les taux, etc. Et là, on voit que finalement, l'été meurtrier a peut-être déjà commencé le 9 juin, en tout cas pour les épargnants plus français, parce que c'est vrai que le sujet dont on va peut-être parler, il est plus français qu'autre chose, parce que si je regarde le reste des investissements, les États-Unis, un investissement S&P 500, ça fait plus 15%. Au Japon, on est dans les mêmes alentours, autour de 16%. L'Europe est à 9%, l'Eurostock 50 est à 9% quand même. Oui, donc on va bien. Les taux d'intérêt, ils sont un peu remontés. Là, on peut reparler aussi du cas français, mais globalement, les taux sont remontés un petit peu. Donc, on n'a pas une performance extraordinaire jusque-là sur la partie taux, mais rien de catastrophique. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que il faut faire quelque chose de particulier à l'été? Le problème de l'été, c'est que on rentre dans une période qui va être plus potentiellement agitée, puisqu'elle est la jonction. Et en fait, c'est plutôt la fin de l'été auquel il faut faire attention. Parce qu'elle est la jonction entre deux années, finalement. Là, nous, on regarde toujours les chiffres de 2024. On va avoir, courant juillet, et j'allais dire, même pas à mi-août, on aura déjà tous nos chiffres du deuxième trimestre qui seront analysés et rentrés dans nos tablettes. Et on sera déjà en train de se projeter sur la deuxième partie de l'année et projeter 2025. Et donc, c'est là que la question va se poser. Et c'est pour ça que souvent, pas toujours, heureusement, mais c'est parfois à l'été que se dénouent des crises ou que se créent des crises. On en a connu plusieurs. Alors, elles peuvent être géopolitiques, et là, donc, évidemment, il n'y a rien à... Les marchés n'y sont, entre guillemets, pour rien. Mais il y a aussi, justement, ce passage d'anticipation de qu'est-ce qu'avait comme anticipation le marché pour l'année en cours et la suivante. Et puis, on va arriver dans le moment où on va vraiment savoir, septembre, on commencera à avoir une bonne idée de ce qu'est 2024 et est-ce qu'on s'est déjà trompé sur la suivante. Et ça se fait en plus dans un moment où il y a moins d'acteurs sur le marché et on est susceptible de décaler un peu plus... Exactement. Et alors, prenons l'exemple très récent. La liquidité, vous avez vu comment elle a subi la nouvelle du 9 juin. Et évidemment, quand ça se couvre très fort. Et les gens sont un peu tétanisés. Et du coup, vous avez certains qui vendent très fort et ça vous fait baisser très fortement les cours. Et effectivement, vous vous retrouvez avec les cours là où ils sont ensuite. Cet événement du 9 juin, il s'est un petit peu télescopé avec aussi le changement de pied des banques centrales qui ont vraiment revu de fond en comble, entre guillemets, leur façon d'aborder la lutte contre l'inflation. Ça veut dire que cette inflation, elle est désormais derrière nous, vraiment? Nos banques centrales nous ont adressé ce message? C'est comme ça qu'il faut le comprendre? Ou attention, tout n'est pas encore joué? Alors là, il faut savoir de où on regarde. Si on regarde l'Europe, effectivement, quand on regarde les chiffres de l'inflation, on voit qu'il y a une décrue très claire. On voit que la Banque Centrale Européenne elle-même l'atteste. Et, j'allais dire, plus important pour moi, quand vous parlez aux entreprises, puisque c'est en partie de là que ça vient quand même, les entreprises, vous voyez bien qu'elles vous disent que ça devient compliqué de passer des hausses de prix. Très clairement. Et ça, elles nous disent depuis plusieurs semaines,
mois, c'est compliqué de passer du prix en 2024 par rapport à ce qu'elles ont fait en 2022, évidemment, et en 2023. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Donc vous pouvez vous dire, l'inflation, elle est quand même un petit peu derrière nous, en tout cas pour ce qui est de l'Europe. Si je regarde les États-Unis, là, les choses sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une persistance quand même de l'inflation, autour de 3%. Si je vais chercher les indices, ce qu'on appelle Supercore, excusez-moi, je rentre dans le détail, mais c'est des indices de services, nettoyer des problématiques d'immobilier qui n'ont rien à y faire, on est encore sur des chiffres qui tutoient les 5% aux États-Unis. Et donc voilà pourquoi la Fed est embêtée et qu'elle maintient ses taux. Je vous rappelle que le fameux pivot de la Fed, c'était en décembre l'année dernière et qu'on s'attendait donc très rapidement à une baisse des taux de la Fed. Bon, pour le moment, ils n'ont toujours pas bougé. Et effectivement, cette Fed, ce qu'elle nous dit, c'est, c'est courant juin, elle nous dit, je révise en hausse ce que j'avais prévu en termes d'inflation corps également, pour l'année 2024, pour l'année 2025, à la hausse. Donc, pour eux, on n'est pas encore sorti d'affaires. Ils nous redisent l'habituel. Les hauts chiffres qu'on a eus sont derrière nous, mais évidemment, le problème n'est pas réglé. Mais on n'est pas encore revenu aux objectifs de Banque centrale, qui seraient les 2%. Si on regarde un petit peu, on va attendre effectivement le verdict des urnes, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a telle ou telle zone qui vous paraît plus prometteuse en termes action pour avoir une composante action dans son portefeuille aujourd'hui, dans son patrimoine? Alors effectivement, forcément, la zone euro a été un peu secouée, et spécifiquement les actions françaises. Là, je pense que c'était assez clair que à partir du 9 juin, le 10, il était assez clair que tous les codes ISIN qui commencent par un FR ont été screenés dans certains portefeuilles et ont été simplement balancés sans avoir regardé ce qu'il y avait vraiment derrière la société. Ouais. Il y a des boîtes qui ont baissé très fortement, elles font quasiment plus de chiffre d'affaires en France en fait, et elles ont baissé autant que le reste. Alors, certaines sont évidemment bien identifiées parce que elles sont targetées par certains programmes, et donc là on peut s'inquiéter plus ou moins sérieusement, mais pas tout. Et donc, forcément, ça crée des opportunités. De toute façon, quand vous avez un mouvement comme ça, j'allais dire presque d'humeur, de stress, pour être plus sérieux, du marché, ça vous crée des opportunités. Toujours. Parce que, encore une fois, vous avez des gens qui jettent le bébé avec l'eau du bain, et forcément, il y a des choses qui vont en ressortir. Le marché se trompe peut-être sur ce qui va se passer. Encore une fois, j'ai entendu votre précédent intervenant qui disait que le marché n'aime pas, c'est l'incertitude. Ouais. C'est complètement ça. Tant qu'il ne sait pas ce qui va vraiment se passer le 7 juillet, en fait, parce que malheureusement, le 30 juin, je crains qu'on ne soit pas encore complètement capable d'avoir une vue certaine, parce que, contrairement à depuis 10 ans, où il n'y avait plus de triangulaire, il y aura des triangulaires. Et dans une triangulaire, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer dans l'entre-deux tours pour avoir une meilleure vue. Bien sûr. Et donc voilà pourquoi le 7 juillet, il faudra attendre jusque-là. Donc aujourd'hui, il faut plutôt se méfier sur cette zone européenne, ou en tout cas sur les actions françaises, et il faut mieux... Mais c'est là qu'il y aura les opportunités les plus intéressantes. Parce que là où il faut faire attention, c'est, pour moi, là, spécifiquement en ce moment de marché, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre de l'élection française, etc., qui cache la forêt étant le ralentissement qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, depuis quelques semaines, des warnings aux États-Unis. C'est plus aux États-Unis qu'on voit un ralentissement de croissance. C'est-à-dire que la croissance n'est déjà pas géniale en Europe depuis un moment. Les PMI, ils sont pas bons du tout depuis un moment en Europe. Ils sont pas bons aux US non plus. Mais les marchés en n'ont pas tenu rigueur du tout. Et là, vous avez quelques petites sociétés. Alors, c'est des petites boîtes, MSI Industrial, Lincoln Electric, c'est pas des grands noms connus. Ouais. Mais ça warn. Et quand ça warn, c'est pas des petits warnings, c'est du 20%. Donc, ça veut dire qu'on a quelques clignotants. Faut faire attention aux canaris dans la mine. Est-ce que c'est pas les clignotants? Et on a déjà des indicateurs macro qui ralentissent. Donc, là où il faut faire attention, c'est est-ce que, justement, ce qui était attendu sur ces chiffres de 2024, c'était quand même une première partie d'année relativement molle et un redémarrage sur le deuxième semestre. Est-ce que tout ce qui se passe, est-ce que les ralentissements qu'on voit aux US, le fait que la Fed tienne ses taux beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, parce qu'une partie de ce redressement des attentes de 2024, il est lié au fait que la Fed devait baisser ses taux bien avant. Et donc, ça devait repartir. Est-ce qu'on ne va pas décaler à droite ce décalage? Et donc, on a un petit peu trop d'attentes de bénéfices par action qui sont un tout petit peu trop hautes.
Et bien justement, c'est dans ce moment qu'on va s'en rendre compte. Bon, donc pas de zone qui se détache plus qu'une autre aujourd'hui. Alors, il faut raisonner plus par quoi? Par thématique, ou carrément sur du stock picking Alors le stock picking me paraît évidemment le plus Pour important. vraiment aller rechercher les raisons de croire dans une boîte, dans un business model. C'est ça qui, pour moi, est ça fondamental. Qui fait la beauté de la gestion action. Exactement. Et encore une fois, si on regarde valorisation, oui, il y a clairement une valorisation attractive sur l'Europe par rapport aux États-Unis. Maintenant, malheureusement, dans une période troublée, vous savez très bien que même si les US devaient corriger un petit peu, je vois mal les États-Unis corriger et que l'Europe se redresse derrière. Ouais. En relatif, c'est pas impossible qu'on ait une Europe qui se tienne pas si mal, puisqu'on aura passé une période compliquée. Mais faut garder peut-être aussi un peu le change en tête, parce que si la BCE continue de baisser ses taux alors que la Fed ne bouge toujours pas, il y a un moment où ça jouera peut-être un peu. Quand même, les crises se font et se défont sur les marchés de change. Juste pour terminer, Damien Dirix, je commençais en disant est-ce que l'été, est-ce qu'il faut sécuriser, est-ce qu'il faut dynamiser? Bon, restons donc un peu investis, choisissons bien nos actions, etc. Malgré tout, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, est-ce que c'est intéressant de se protéger un peu? Voilà, on parle il y a des instruments financiers aujourd'hui qui permettent de couvrir un peu ce qu'on appelle son portefeuille. C'est quelque chose qui peut être payant, ou pour vous ça paraît un peu too much pour un investisseur particulier? J'ai envie de dire que pour un investisseur particulier, ça me paraît un tout petit peu too much. Je me permets de le dire parce que c'est des instruments assez professionnels avec des calculs de volatilité implicite à l'intérieur de ces outils. Faut déjà être faut être un petit peu pointu quand même. Faut faire attention parce que justement cette volatilité implicite pendant les périodes un peu compliquées, elle monte très fort, ce qui renchérit le prix de ces protections. Et une fois que vous achetez une protection où vous vous dites j'achète une protection, en fait le prix de la protection que vous achetez est déjà élevé en fait, et ne vous protège pas aussi bien que ce que vous le pensez. Donc ça, c'est une chose où je pense qu'il faut faire attention. Le mieux pour un particulier, en fait, c'est toujours avoir de la poudre au sec. Au fond, c'est avoir une petite partie de liquidité quand même pour pouvoir participer aux opportunités. Si vous ne pouvez pas participer aux opportunités, c'est ce qui est le plus dommage. Donc éventuellement, prendre quelques plus-values sur des dossiers qui n'auraient pas trop baissé ou qui ont encore pas mal de plus-values pour garder ce petit matelas pour pouvoir intervenir au cas où. Merci beaucoup Damien. Damien Dirix, c'est Exane Asset Management au cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Vous le savez, on explore la gestion de patrimoine pour chercher parfois quelques idées pour diversifier finalement vos placements et aller, pourquoi pas, chercher un petit peu de performance. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la para-hôtellerie avec Stanislas Vayen. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé en droit fiscal au cabinet Allérion. Je le disais, on plonge dans le monde de la para-hôtellerie. Qu'est-ce qu'on met dans la para-hôtellerie ? La para-hôtellerie, c'est une location meublée avec services. Ces services sont au nombre de 3 sur une liste de 4. Cette liste est fixée par le Code général des impôts. Ce sont la fourniture de linge, le petit déjeuner, le ménage régulier des locaux et l'accueil, excusez-moi. D'accord. Donc il faut qu'il y ait ces trois sur cette liste de 4 qui soient systématiquement proposés. Et c'est une activité qui est assujettie à TVA. C'est surtout, et c'est l'objet de notre discussion, une activité qui permet d'optimiser sous certaines conditions le régime fiscal et en tout cas de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Alors justement, on soulève le capot, on regarde un petit peu statut qui permet quoi, des obligations, des avantages fiscaux. Il y a les deux, c'est ça ? Les deux sont liés. De toute manière, le système fiscal français est un système qui n'accorde un avantage fiscal qu'à partir du moment où certaines conditions sont respectées. Le premier avantage de la para-hôtellerie, comme je vous l'ai dit, c'est une activité qui est assujettis à TVA. Ça signifie, puisque souvent ce sont des personnes qui achètent un immeuble neuf, donc un immeuble qui leur est vendu en TVA, ou des personnes qui vont réaliser d'importants travaux pour remettre à neuf cet immeuble. Et donc la TVA, qui est une TVA dans ces conditions à 20%, est une TVA qui est récupérable. C'est pas totalement négligeable déjà d'avoir ce premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que l'activité de para-hôtellerie étant par définition une activité professionnelle. Après, il y a différentes façons de l'organiser. L'immeuble qui est affecté à cette activité est un immeuble qui va être
hors champ de l'IFI. C'est même pas un problème d'exonération, il est hors champ. C'est un bien professionnel. C'est un bien professionnel, exactement. Et il y a ensuite différentes façons de le structurer, des façons qui sont plus efficaces que d'autres, mais en tout cas, il est hors champ. Autre avantage, dans certaines conditions, on va pouvoir imputer la perte sur le revenu global. Sous les mêmes conditions que je n'ai pas détaillées pour l'instant, on va pouvoir bénéficier d'une exonération de la plus-value. On va pouvoir transmettre ce bien avec le bénéfice du Dutreil. Et pour ceux qui ont vendu une société et qui ont préalablement apporté une holding, dans le cas d'un apport-cession, la part hôtellerie, dès lors que vous l'avez dit vous-même, est une activité professionnelle, est une activité qui est éligible au 150 0 BTR. Ouais, ce fameux 150 0 BTR. Exactement. Donc qu'on croise dans notre vie patrimoniale régulièrement. Ouais. Exactement. Donc ça fait quand même 6 gros avantages fiscaux. Après, il y a des conditions, bien évidemment. Mais comment on l'exerce, cette activité ? C'est-à-dire qu'il faut avoir une société Alors, très souvent, c'est une activité, notamment pour cumuler les avantages fiscaux dont je parlais tout à l'heure, en particulier l'exonération de la plus-value et la possibilité d'imputer la perte sur le revenu global. On va structurer cette détention à travers ce qu'on appelle une SARL de famille. La SARL de famille, c'est une société commerciale, par définition, mais qui peut bénéficier d'un régime de translucidité fiscale à la condition d'être constitué entre membres d'une même famille. Les membres d'une même famille, ce sont les conjoints, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs. Lorsque on souhaite acquérir un bien et l'exploiter, le point est très important, hein, ce n'est pas un mode de détention en vue, c'est bien un mode d'exploitation. On a commencé par rappeler qu'il y avait... Exactement, c'est bien un mode d'exploitation professionnelle. Eh bien, la SARL de famille sera sans doute un des moyens, un des outils les plus efficaces pour exercer cette activité. Alors, vous le dites, c'est de l'exploitation, mais malgré tout, est-ce que au même moment, est-ce que je peux utiliser le bien aussi ? Alors, oui, il est tout à fait possible d'utiliser le bien. Simplement, il faut l'utiliser de manière modérée. C'est-à-dire, alors déjà, la première des choses, c'est, on a bien dit que l'immeuble était un immeuble qui appartenait à la société, qui était affecté à une activité professionnelle d'exploitation par hôtelière, et à ce titre, lorsque l'associé utilise le bien, il va devoir comptabiliser un usage privatif. L'usage privatif, alors on va pas se faire un chèque à soi-même, hein. Généralement l'associé a un compte courant et on va débiter le compte courant, on va diminuer le montant de la créance qu'il détient sur la société au titre de l'usage privatif qu'il va prendre en utilisant ce bien. Après, et c'est sans doute le point le plus important, il faut, en fonction du lieu de situation du bien, qu'on ait une exploitation qui reste avant tout professionnelle. Prenons un exemple d'un chalet à la montagne. La période de location, c'est 15 décembre, 15 avril, peut-être de moins en moins 15 avril. Oui. Concrètement, il faudra que ce bien puisse être exploité de manière professionnelle 8 à 10 semaines par an. Et au-delà des 8 à 10 semaines, on peut avoir cet usage privatif. Lorsque les choses sont organisées de cette façon-là, il n'y a pas de problème à utiliser le bien avec la condition que j'exprimais tout à l'heure. Alors, on a vu pas mal d'obligations. Est-ce que, pour terminer, on peut peut-être donner quelques conseils pour ceux qui se diraient, en vous écoutant, bah tiens, on pourrait effectivement prendre un chalet au ski. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut leur donner ? Quelques conseils clés, comme ça, quelques marches à suivre pour optimiser la situation fiscale, mais surtout, j'ai envie de dire, éviter les pièges, pas tomber, pas mettre les pieds là où il fallait pas les mettre. Alors, déjà, le premier point, et c'est à chaque fois ce que je dis à mes clients lorsqu'on parle de ce régime, la première des questions, c'est est-ce qu'on est d'accord pour que le bien soit utilisé par des tiers ? Parce que quand quelqu'un commence à me dire « Ah non, j'ai pas compris, maître. » Ah bah non, c'est mon chalet. Voilà, c'est mon chalet, c'est pas la peine. Donc déjà, il faut être dans une démarche d'exploitation. Ça paraît un petit peu idiot de le dire. Et d'exploitation majoritaire, vous l'avez rappelé, enfin, ou significative. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la structuration. Qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce qu'on veut une société soumise à l'IS ? Elle va offrir certains avantages, mais pas que des avantages. Est-ce qu'on veut le maximum d'avantages, notamment une éventuelle exonération de la plus-value en cas de cession ? À ce moment-là, on va décider quelle forme sociale est la plus adaptée et éventuellement la SARL de famille. Le point le plus important pour éviter de mauvaises surprises d'un point de vue fiscal, c'est d'être en mesure de démontrer son implication dans la gestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
le bien est affecté à cette activité de para-hôtellerie. Prenons le cas d'une SRL de famille. Moi, il est très important que je puisse démontrer que le mandataire social a un rôle de chef d'orchestre. Dit autrement, on évite les produits clés en main dans lesquels un promoteur vous dit non, pas de problème, j'ai un gestionnaire qui va vous donner, si à la fin du mois vous recevez simplement un montant des loyers moins le coût du gestionnaire, le caractère professionnel de l'activité, il n'est pas évident. Ouais. Vous allez avoir des avantages. Les avantages que vous allez avoir, c'est effectivement la récupération de la TVA et la récupération, l'exonération IFI. Ça oui. Mais les autres avantages dont je parlais, on va les perdre. Donc, si on veut vraiment faire les choses bien, on s'implique dans la gestion. C'est un peu comme quand on parle de ligne animatrice, il faut vraiment que... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par exemple, mis un peu les doigts dans le cambouis, quoi. C'est exactement ça. Si je prends un élément très concret, ce que je dis souvent, moi, à mes clients, c'est préparer, organiser un site Internet qui va présenter le bien. Et il est important que ce site Internet ait une rubrique réservation. Et que cette réservation soit animée avec une ligne dédiée que vous allez gérer. Et en cas de contrôle ou de questionnement de l'administration fiscale, vous allez pouvoir produire tous les mails, tous les échanges qui montrent bien votre implication et votre rôle de chef d'orchestre. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cette para-hôtellerie et les avantages ou les pièges ne faut pas, les choses trappes dans lesquelles il ne faut pas mettre les pieds. Merci beaucoup Stanislas Vayen, donc d'être venu nous voir pour le cabinet Allérion. À très bientôt. Avec grand plaisir. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer Cœur de patrimoine, on accueille Stéphane Frag. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, fondateur de Occur. Occur qu'on va accompagner dans quelques jours, le 27, pour la rencontre Occur, dont Radio Patrimoine sera partenaire et on se retrouvera lors de cet événement. Mais d'abord, peut-être rappeler un petit peu qui est Occur, qu'est-ce que c'est que Occur ? Merci de me recevoir, Cédric. Donc, Occur, c'est assez simple. Donc, on a créé une communauté dédiée autour du wealth management et de l'asset management. Donc, l'objectif d'Occur est simple, c'est de réunir des communautés qui ont des choses à se dire et parfois qui peuvent travailler ensemble. Donc, de manière assez globale. Donc, Occur, c'est la réunion d'à peu près, on va dire 1000-1500 personnes tout au long de l'année. Et donc, on a en termes de métier, ça va peut-être plus parler aux auditeurs. Donc, c'est conseiller en gestion de patrimoine, association de professionnels, multifamily office, banque privée, assureur vie, expert comptable et société d'investissement sur toutes les classes d'actifs, avocats et notaires. Donc tout ce petit monde discute, travaille ensemble. Exactement. Et plus singulièrement se retrouve, c'est ce qui nous préoccupe cette semaine, une fois par an à la rencontre Occur. Exactement. C'est quoi cette rencontre ? Parce que c'est un monde un peu à part, un événement un peu à la fois hyper pro et un peu hors du temps. Oui, exactement. C'est tout l'ADN d'Occur, c'est-à-dire que on sait créer des événements ou des moments. Donc la rencontre Occur, ça c'est le main event de l'année. Donc là, c'est créer des moments business où les gens échangent. Il y a des thématiques qui sont très pro. Il y a même des prix à l'occasion de la rencontre Occur. Donc on fait pitcher des sociétés de gestion, des family office devant des entrepreneurs. Et donc l'objectif de la rencontre Occur, c'est d'avoir donc un côté sérieux thématique, mais également que les gens puissent se voir et se parler plus souvent que dans d'autres événements. Donc, on a vraiment voulu marquer, nous, notre marque de fabrique, c'est ça, c'est d'avoir des moments où les gens se parlent beaucoup. Donc, il y a thématiques, oui, il y a des prix, oui, mais en fait, on les laisse, ou en tout cas, on leur laisse beaucoup de moments pour qu'ils puissent se parler tout au long de l'après-midi et jusqu'à très tard le soir, parce que l'événement se finit à peu près 2h du matin pour les plus courageux. Qu'est-ce qui va se passer ce 27 juin, du coup Donc, il y a les pitchs, où certains essayent finalement de vendre leur savoir-faire, de se distinguer, c'est ça ? Exactement. Donc, il y a des pitchs tout au long de la journée. Donc, pour être un peu précis, donc il y a 10 prix tout au long de la journée. Donc, ça commence, les premiers pitchs commencent à 8h15. Donc, il y en a qui commencent très tôt le matin. Donc, ça, c'est tout au long de la journée. Donc, sur l'asset management et la partie CGP, family office et banque privée. Donc, à 14h30, on ouvre l'événement à tout le public qui est inscrit. Donc, on a 3 ateliers thématiques, dont Cédric, merci beaucoup d'en animer un. Donc, 3 ateliers thématiques, donc, qui parlent donc de côté versus non-côté, d'impact investing et des perspectives de la gestion de patrimoine, parce que c'est un monde qui bouge beaucoup. La remise de prix, donc, qui a lieu à 19h. Avant cela, on a des activités ludiques. Je sais que Cédric, on se connaît depuis quelques années, donc on a quelques activités type ping-pong, baby-foot ou pétanque pour que certaines personnes puissent se détendre à certains moments. La remise de prix à 19h, donc qui va durer entre 30 et 45 minutes. Et ensuite, on a le cocktail dînatoire. Donc la remise de prix aura été faite. Ensuite, on a un DJ qui vient et donc ça dure jusqu'à à peu près 2h du matin.
Alors, on l'a compris, ça mêle l'utile à l'agréable. Exactement. Malgré tout, on sera le 27 juin, à quelques jours des élections législatives en France. Oui. Est-ce que je vais pas dire est-ce que la fête n'est pas un peu gâchée, Stéphane, mais est-ce que vous avez eu une interaction avec tous ces écosystèmes et comment vous sentez un peu l'ambiance? Est-ce que il y a une forme de préoccupation dans le wealth management, dans la gestion de fortune, au moment de cet instant politique? C'est vrai qu'il y a des questions. On le sait tous, hein, ici, il y a quand même un vote qui arrive dimanche, qui peut changer la donne, et les marchés économiques vont être impactés. Alors on ne sait pas ce qui va se passer, mais d'une manière forte ou plus ou moins forte. Donc c'est vrai qu'il y a des questions, mais moi je trouve que c'est intéressant en fait qu'il y ait ce momentum-là, puisque la rencontre Cure, faut pas l'oublier, c'est quand même... on a plus de 600 acteurs qui sont là, qui font de la gestion d'actifs, qui font de l'investissement, qui accompagnent de la clientèle. Et donc, je pense que c'est le bon moment, justement, pour parler de ça, pour essayer d'avoir quelques perspectives, essayer de répondre à certaines questions. Alors, est-ce que c'est risqué ou pas? Et puis, justement, tous ces acteurs sont là tout au long de l'année, autour de leurs clients, pour justement faire les bons choix d'investissement selon ce qui se passe, géopolitique, et autres qu'on a pu vivre. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, la rencontre Cure, elle est là aussi pour répondre à certaines questions. Et donc, moi, je suis très impatient de voir ce qu'ont nos orateurs et nos intervenants, ce qu'ils ont à dire sur ce qui va se produire dans les jours et les semaines qui viennent. Eh bien, en tout cas, on vous accompagne avec plaisir et Radio Patrimoine, bien évidemment, glissera son micro, sa caméra un petit peu partout pour essayer de capter l'humeur et l'analyse de tous ces écosystèmes qui se rencontrent donc ce 27 juin pour la rencontre Cure. Merci Stéphane Frag d'être passé nous voir sur Radio Patrimoine. Merci Cédric, et puis je vous dis à jeudi. À jeudi. Et nous, on se retrouve mercredi prochain, bien évidemment, pour un nouveau numéro de Cœur de Patrimoine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.